Effrayant, obsédante et franchement un peu bizarre. C'est quoi vous demandez? Ce sont des gargouilles. Comment est-ce que ces créatures sont venues d'être et qu'est-ce que c'est leur fonction? Dans mon vidéo, je veux vous donner deux exemples d'œuvres bien connues pour le gargouille, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Dijon, et je vais faire des comparaisons et contrastes entre les deux. Spécifiquement, je vais comparer et contraster les types de gargouilles, leurs sujets et leurs arrangements sur les églises. Les gargouilles sont un produit du style gothique. Le style gothique a émergé après le style roman. Contrairement au style roman, qui était plus simple et conservatif, le style gothique prospérait pendant le moyen et la fin du Moyen Âge. Il introduisait le commencement d'un style plus orné et décoratif. La nouvelle technologie permettait pour l'utilisation de la hauteur et des créations plus complexes et sophistiquées. Par exemple, les arcs-boutants étaient une marque de ce style. Dans les mots de Robert Ducher, auteur de la caractéristique de style, un arc-boutant étant, je cite, organe essentiel du système d'équilibre gothique. L'arc-boutant a pour rôle de recevoir la poussée de la voûte de la nef au-dessus des bas-côtés. Il a permis d'élever la voûte à une très grande hauteur et d'ajouter de plus en plus les murs qui ne sont plus un soutien mais une clôture. Fin citation. Les arcs brisés que vous pouvez voir dans cette photo sont une marque de style gothique aussi. Il était possible grâce aux arcs-boutants. Contrairement aux arcs de style roman qui étaient ronds que vous pouvez voir dans cette photo, ces arcs sont pointus. Ils montrent un mélange de nouvelles technologies qui permet une nouvelle structure et aussi un style un peu plus orné et dramatique. Avec ces photos, vous pouvez voir l'augmentation de détails avec le style gothique. Comme ces exemples, les gargouilles sont un autre élément du style gothique. Les gargouilles ont commencé à émerger pendant le XIIIe siècle. Ils sont des chenaux sur des toits et des murs des bâtiments, en secasse des cathédrales et des châteaux, déguisés comme des sculptures avec des grandes bouches ouvertes pour le drainage d'eau. En fait, le mot gargouille vient du mot gorge. Avec leur fonction architecturale, les gargouilles servent une fonction spirituelle et religieuse aussi. Étant souvent sur des cathédrales et des églises, les gargouilles représentent les esprits mauvais. Ainsi, elles ont le but de protéger les cathédrales contre les esprits méchants et péchés amoureux. Donc, ce n'est pas une grande surprise que beaucoup de gargouilles ont des visages obsédants. Les Français ont cru, en particulier des personnes illettrées, qu'aux nuits les gargouilles prenaient vie et volaient autour des villes de protéger les citoyens, et par le matin on retournait à leur place. En fait, l'Église catholique l'a dit avec l'espoir de convertir des personnes pas catholiques. Mais il y avait beaucoup de catholiques, en particulier les clercs médiévaux, qui pensaient que les gargouilles étaient une forme d'idolâtrie quand ils ont commencé d'être placés sur les cathédrales. En personne en particulier était Saint Bernard de Clairvaux. Il n'était pas content avec les gargouilles. Les deux fonctions sont la raison pour les trois classifications des gargouilles, les grotesques et les chimères. Les gargouilles servent une fonction architecturale pour le drainage. Souvent, elles sont représentées par des animaux fantastiques, comme des dragons et des créatures similaires. Par contre, les grotesques et les chimères sont moins pour le drainage. Les grotesques sont souvent pour la décoration, mais de temps en temps, que vous pouvez voir dans cette photo, ils servent une fonction de support aussi. Similaires, des chimères sont seulement pour la décoration. Ils sont des sculptures ornementales, souvent des monstres, des bêtes mythiques, des oiseaux ou un mélange de tous. Notre-Dame de Paris est un des cathédrales les plus connues pour ses gargouilles. Ces gargouilles ont été ajoutées pendant la grande restauration de Viollet-le-Duc pendant le moyen du XIXe siècle, et ces gargouilles ont résisté aux Deuxième Guerre mondiale aussi. Notre-Dame de Paris a des gargouilles et des grotesques.
Aussi, le cathédrale est bien connu pour des chimères. En fait, des gargouilles les plus connues de Notre-Dame de Paris sont des chimères. La chimère la plus connue de Notre-Dame s'appelle le Strige, aussi connu par le nom le dragon craché. C'est un type de vampire et un dragon qui face au tour Eiffel. Il représente les désirs sexuels et le mal. Une autre œuvre gothique bien connue pour ses gargouilles, c'est l'église de Notre-Dame de Dijon, qui est située dans le centre-ville de Dijon. C'est une œuvre du XIIIe siècle, mais elle a été restaurée entre les années 1865 et 1884. Ces restaurations étaient faites par l'architecte parisien Jean-Charles Lazinet. La façade d'ouest est où l'église est connue pour ses gargouilles. La façade, qui a 3 niveaux, le bas avec 3 arches brisées, et au-dessus, du bas, 3 rangées de gargouilles, 51 exactement. Mais ces gargouilles sur ces façades ne sont pas des vrais gargouilles, ils sont des grotesques. C'est parce qu'ils sont purement décoratifs et donc ne sont pas responsables pour le drainage d'eau. Maintenant, depuis vous avez une compréhension des gargouilles de Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Dijon, je vais commencer de comparer et contraster les différences entre les deux. Premièrement, je vais discuter les types de gargouilles aux deux. Notre-Dame de Paris est connue pour ses gargouilles fonctionnelles et aussi ses chimères. Par contre, Notre-Dame de Dijon n'est pas connue pour ses gargouilles fonctionnelles, mais pour ses grotesques. Cependant, c'est important de noter que Notre-Dame de Dijon n'a pas des chimères comme Notre-Dame de Paris. Deuxièmement, les types de créatures des gargouilles sont vraiment différents entre les deux. Par exemple, les gargouilles de Notre-Dame de Paris a des gargouilles des créatures comme des lions, des dragons et quelquefois des créatures mythiques comme des gargouilles que vous pouvez voir dans ce photo. Notre-Dame de Dijon, par contre, a des grotesques humanistiques et souvent représente les païens, les pauvres et des autres humains. L'église aussi a des grotesques des animaux. Mais il y a des similarités de sujets des gargouilles et des grotesques entre les deux. Par exemple, les deux ont des monstres et aussi des animaux réalistiques comme des lions. Un autre élément de comparer et contraster est leur arrangement de leurs deux endroits. À Notre-Dame de Paris, les gargouilles sont situées surtout sur les arcs-boutants. Ces chimères sont situées sur les balcons, les balustrades et les tours. Mais à Notre-Dame de Dijon, les grotesques sont souvent situés seulement sur la façade. Il y a quelques autres gargouilles fonctionnelles sur des autres côtés de l'église, mais en général, les grotesques les plus importants et connus sont ceux de devant de l'église. J'espère que vous avez appris des informations intéressantes au sujet des gargouilles et j'espère aussi que la prochaine fois que vous visiterez les cathédrales, les châteaux et les églises, que vous pouvez noter et distinguer des différences de style entre les gargouilles, les grotesques et les chimères. Maintenant, je vais vous donner toutes les sources que j'ai utilisées pour mon projet. La source la plus utile pour moi, c'était le livre de Michel Camille, s'appelle Les gargouilles de Notre-Dame, parce qu'il m'a donné les informations en général et spécifiquement des gargouilles, qui m'aidaient beaucoup sur la compréhension des gargouilles pour mon projet final.